Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un trio de choc pour décrypter pour nous les mystères de la biologie moléculaire apportés à l'approche syndromique et leur impact sur les diagnostics et la prise en charge des patients. Imaginez un peu, d'un côté, mon maître, professeur Nabila Sora, professeur de microbiologie, virologie à la faculté de médecine et pharmacie de Marrakech, et chef de service de microbiologie virologie au CHU Mohamed VI de Marrakech, qui connaît ces petites bêtes mieux que personne. De l'autre côté, notre invité venant tout droit de Tunisie, j'ai nommé professeur Hanan Smaoui, enseignante chercheuse à la faculté de médecine de Tunis et chef directrice des laboratoires de microbiologie de Tunis, qui va nous apporter un vent de fraîcheur et peut-être quelques expressions tunisiennes pour pimenter le tout. Puis, l'ultime séquence va mettre le point sur l'apport du séquençage à haut débit par le technicien responsable du laboratoire de séquençage de l'Institut national d'hygiène, Monsieur Hassan Ehzmad. Ensemble, ils vont nous révéler comment, grâce à ces outils de pointe, on arrive à identifier les bactéries qui nous traquent un peu comme des Sherlock Holmes de la biologie. Alors, préparez-vous à une enquête passionnante au cœur de nos cellules. Professeur Chakiri. Merci cher professeur. Donc, nous allons écouter à notre cher professeur Sora Nabila, va nous présenter bien sûr l'approche syndromique dans le diagnostic et la prise en charge des infections. Donc c'est une expérience au Maroc. À vous la parole, cher professeur. Merci, Monsieur le Président. Je suis extrêmement ravie de participer à ce premier congrès africain et troisième congrès national des techniciens de laboratoire du Maroc. Je remercie le comité d'organisation pour cette invitation et je les félicite pour la pertinence des thématiques qui ont été choisies pour ces journées scientifiques. Alors, de mon côté, je vais essayer de partager avec vous notre petite expérience concernant l'utilisation du diagnostic moléculaire syndromique dans la prise en charge des patients infectés dans notre contexte. Alors, vous savez très bien qu'on vit actuellement une expansion inquiétante de la résistance des bactéries aux antibiotiques, une problématique qui touche principalement nos patients qui sont hospitalisés, qui sont victimes de ces bactéries multirésistantes. Et donc, pour un certain nombre d'entités cliniques, l'utilisation précoce et appropriée de l'antibiothérapie, elle est fondamentale et impose souvent le recours à des approches de diagnostic rapide. Dans ce sens, le diagnostic microbiologique, vous savez très bien qu'il a beaucoup évolué ces dernières années, avec sa tendance vers l'informatisation, vers l'automatisation, vers des techniques innovantes comme la spectrométrie de masse, les PCR multiplex ou le séquençage de haut débit. Et donc, dans cette lutte contre l'antibiorésistance, tous les objectifs convergent vers l'utilisation de plus en plus des techniques de diagnostic rapide qui sont favorables à une optimisation rapide de l'antibiothérapie. Et donc, on a besoin de techniques fiables, de techniques performantes, permettant un résultat qui est rapide, des techniques qui sont faciles d'utilisation, qui ont surtout un impact sur la prise en charge du patient, un impact clinique, et qui permettent cette approche multidisciplinaire. Alors, on se pose la question souvent, comment le diagnostic microbiologique peut aider au bon usage des antibiotiques? Alors, vous savez très bien que dans la prise en charge de nos patients qui sont infectés, les techniques conventionnelles standards nous imposent un délai minimal de 48 à 72 heures pour avoir un antibiogramme. Donc, un délai qui reste peu favorable à une optimisation rapide de l'antibiothérapie. Et donc, pouvoir travailler directement sur un prélèvement ou sur une culture qui vient de se positiver, pouvoir identifier directement les agents pathogènes, détecter des gènes de résistance et des marqueurs, donc des résistances pour les antibiotiques qu'on utilise pour le traitement de nos patients, faire des antibiogrammes rapides, tout ça c'est quelque chose de très très important qui va permettre au clinicien de rapidement orienter son antibiothérapie probabiliste, de redresser rapidement un traitement antibiotique qui n'est pas adapté et donc de mieux prendre en charge le patient infecté. Et vous savez que c'est un facteur de bon pronostic quand on agit rapidement, quand on agit avec une thérapie ciblée. Alors, dans ce sens s'inscrit
le diagnostic moléculaire syndromique parce que on part d'une seule entité clinique avec plusieurs étiologies infectieuses probables, donc virus, bactéries, parasites. Et donc on va utiliser pour ça des PCR multiplex qui vont permettre de détecter et rechercher plusieurs agents pathogènes sur un seul prélèvement. Plusieurs syndromes infectieux sont disponibles sur le marché. Certains vont permettre une détection semi-quantitative de certains agents pathogènes. D'autres vont permettre de détecter des gènes de résistance directement sur le prélèvement, tout en permettant bien sûr un résultat qui est rapide parce que c'est l'objectif final, c'est raccourcir ce délai de rendu du résultat au clinicien. Alors, bien évidemment, ce diagnostic syndromique, il est justifié à chaque fois que le pronostic vital est fonctionnel, il dépend d'un traitement précoce, il dépend d'un traitement adapté. Il est justifié aussi par le fait qu'on va rechercher plusieurs agents infectieux sur la même quantité de prélèvements. Et donc ça, c'est un atout majeur. Qui dit réponse rapide, dit bénéfice significatif pour le patient. Et puis, très souvent, ça se justifie également devant les situations où la symptomatologie clinique ne me permet pas de distinguer entre les plusieurs étiologies infectieuses, virus, bactéries et parasites. Et donc, le fait de pouvoir ratisser très large dès la prise en charge initiale du patient, c'est quelque chose qui va pallier à ce manque de précision du diagnostic clinique. Et donc, là aussi, quand on commence à utiliser ces diagnostics moléculaires syndromiques, la principale question qui se pose, c'est la rentabilité clinique. Ça veut dire que le prélèvement, le résultat qui sera obtenu, qu'il soit positif ou négatif, il doit avoir un impact sur la prise en charge thérapeutique de nos patients. Il doit me permettre d'arrêter une antibiothérapie inutile. Il doit me permettre d'ajuster l'antibiothérapie, faire une escalade thérapeutique, tout ça pour le bon usage des antibiotiques. Avec ce genre d'outils, on a accès à un large diagnostic étiologique qui devrait nous permettre une meilleure maîtrise du risque infectieux. Et puis, c'est le meilleur exemple de la collaboration clinico-biologique parce qu'il faut s'asseoir ensemble, il faut valider les indications, le moment de réaliser les tests moléculaires et mettre en place avec nos cliniciens les stratégies d'utilisation et d'interprétation des résultats pour une meilleure rentabilité clinique de ces outils moléculaires. Alors, la première indication dans notre contexte, c'était l'utilisation de ce diagnostic moléculaire syndromique dans le diagnostic des infections du système nerveux central. Alors, vous savez très bien que les infections du système nerveux central, les méningites, les méningoencéphalites, représente un véritable challenge diagnostique et thérapeutique. Une morbidité importante, une mortalité importante, les séquelles à long terme, etc. Et souvent, la clinique, les données de la clinique, la microbiologie standard et l'imagerie sont souvent insuffisantes pour donner un diagnostic étiologique précis. Et donc, les nouveaux outils de diagnostic rapide, justement, ont trouvé leur place dans cette indication comme une aide, c'est comme un outil d'aide précoce au diagnostic. Et l'approche syndromique, elle s'inscrit dans ce sens, elle trouve toute sa place dans le diagnostic des infections du système nerveux central. Et donc, s'il s'agit d'une recherche au niveau du LCR de 15 pathogènes différents, 7 virus, 6 bactéries et un agent fongique représenté par le cryptocoque neoformans. Alors, bien évidemment, là aussi, l'indication, elle se pose à chaque fois sur des critères microbiologiques, à chaque fois qu'on suspecte, on est face à une situation de suspicion de méningite infectieuse. Ou alors, sur des critères cliniques, lorsqu'on est devant une suspicion de méningoencéphalite alors que la cytologie, elle est normale, ou alors lorsque on est devant une forte suspicion clinique d'une méningite infectieuse avec une cytologie normale. Alors, quand on regarde un petit peu la prévalence des méningites documentées, on voit très bien que depuis l'utilisation de la PCR multiplex depuis 2018, le taux de prévalence des méningites documentées s'est amélioré considérablement, sachant qu'il y a un grand nombre de ponctions lombaires qui sont faites pour éliminer une méningite infectieuse, notamment en neurologie, en onco-hémato, en pédiatrie, et donc ce qui peut expliquer pourquoi ce taux de positivité vous paraît un peu faible. Alors, c'est un taux de positivité qui variait entre l'enfant et l'adulte et qui était plus élevé chez les enfants par rapport à l'adulte, un taux de positivité également qui était différent en fonction des services cliniques parce que parfois, pour certains services comme les médecines et maladies infectieuses, ce taux de positivité était plus élevé. Alors, les méningites infectieuses étaient représentées principalement par les méningites bactériennes, suivies par les méningites virales et en troisième position, les méningites fongiques. Alors, les méningites bactériennes étaient dominées principalement par le pneumocoque, suivi par le méningocoque, l'hémophilus influenzae petit b et non B, et des cas de méningite néonatale à strepto B et à Escherichia coli K1.
Alors, les méningites virales étaient dominées principalement par l'entérovirus chez l'enfant, le CMV, l'herpès simplex virus, le varicelle zonavirus, partagés entre l'enfant et l'adulte. Alors, les services demandeurs de ce diagnostic moléculaire syndromique, c'était dans le cadre, bien sûr, du diagnostic des méningites et des méningoencéphalites. C'est principalement le service des maladies infectieuses, suivi par les urgences pédiatriques. On retrouve la réanimation pédiatrique, les urgences adultes, la neurologie et l'oncohématologie. Donc, c'est justifié, bien évidemment, par le profil de patients qui sont pris en charge au niveau de ces services. Alors, quand on regarde un petit peu qu'est-ce que ça nous a permis, qu'est-ce que ça nous a rapporté de plus, en dehors du fait que le taux de positivité a augmenté, ça nous a permis de confirmer toutes les étiologies virales des méningites et des méningoencéphalites. Ça nous a permis de récupérer 65% des méningites fongiques, de confirmer 43% des méningites à pneumocoque, 60% des méningites à méningocoque et 70% des méningites à hémophilus. Vous savez très bien que très souvent, les patients sont pris en charge pour des cas d'infection décapités par un traitement anti-infectieux qui est déjà administré. Alors, ce diagnostic syndromique était très important aussi en réanimation, puisque sur une série de 156 patients partagés entre l'enfant et l'adulte, on voit très bien ici que 53% des patients avaient une cytologie normale du LCR et 75% avaient une chimie normale du LCR qui était normale, ce qui justifie le recours à ces techniques de diagnostic rapide. Les étiologies étaient dominées principalement par le pneumocoque, les étiologies bactériennes, et les étiologies virales étaient dominées principalement par l'herpès simplex virus. Quand on regarde le taux de positivité en réanimation, il y a 30 cas qui sont confirmés par PCR, 8 cas confirmés par PCR et culture, et 3 étaient confirmés par la culture avec une PCR négative. Le taux de positivité, bien sûr, il est amélioré par le diagnostic moléculaire, et c'est l'étiologie bactérienne qui est dominée. Là aussi, ce diagnostic syndromique dans le diagnostic des infections du système nerveux central était très important chez les patients immunodéprimés, puisque ça a permis de confirmer 35% des étiologies infectieuses chez nos patients VIH positifs. C'est principalement l'étiologie fongique, Cryptocoque neoformans, suivi par le CMV, l'herpès simplex virus et le varicelle zonavirus. Et donc, d'une façon globale, on peut dire que dans notre contexte, c'est quelque chose qui nous a permis de poser un diagnostic rapide, de confirmer rapidement les étiologies infectieuses des infections du système nerveux central. Ça nous a permis de confirmer toutes les étiologies virales des méningites et des méningoencéphalites et donc arrêter une antibiothérapie en cours, démarrer un traitement antiviral ciblé. Et quand il s'agissait des méningites à entérovirus au niveau des urgences pédiatriques, ça permet de réduire la durée d'hospitalisation, de faire sortir rapidement l'enfant. Alors, ça nous a permis également de récupérer tous les cas de méningites bactériennes ou fongiques décapités par un traitement anti-infectieux. Alors, bien évidemment, il faut connaître les limites. Ça reste un résultat qu'il faut interpréter avec beaucoup de prudence. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une PCR négative si l'agent pathogène recherché n'est pas inclus dans le panel. Il s'agit de la méningite tuberculeuse, il s'agit de la méningite ourlienne. Toute bactérie, en fait, qui peut donner une méningite dans un contexte communautaire, certes, mais qui n'est pas inclus dans le panel, comme le Staph aureus, comme les salmonelles, etc. C'est un panel qui n'est pas du tout adapté au contexte nosocomial parce que les bactéries impliquées dans les méningites nosocomiales ne sont pas recherchées dans ce panel. Donc, il faut faire très attention et la culture, elle reste toujours indispensable pour récupérer tout ce qui ne pousse pas, tout ce qui n'est pas recherché sur la PCR. Et bien évidemment, il faut faire attention aussi à certains cas pour les herpès viridés de fausse positivité où il faut interpréter en fonction du contexte clinique et en fonction quitte à compléter par une quantification. Donc ça, c'était la première indication de ce diagnostic moléculaire qui est largement justifié quand on parle d'infection du système nerveux central. Alors, deuxième indication où on a utilisé ce diagnostic moléculaire syndromique, c'est l'infection respiratoire aiguë sévère. Alors, vous savez que quand on parle d'infection respiratoire, c'est la 4e cause de mortalité, cause de morbidité importante, grande diversité des agents respiratoires impliqués, grande diversité des syndromes cliniques respiratoires. L'étiologie virale, elle domine certes, mais il y a aussi des bactéries qui peuvent être impliquées. Et donc, c'est là vraiment où se justifie également ce genre d'approche syndromique pour essayer de confirmer rapidement le diagnostic de cette infection respiratoire. Alors, les sociétés savantes, ils ont positionné également ces dernières années l'utilisation de ces tests syndromiques moléculaires en première intention chez l'enfant,
en première, que ça soit avec ou sans forme grave, en première intention chez les patients de réanimation, en première intention chez les patients immunodéprimés et en deuxième intention chez les patients qui ne présentent pas de risque grave après avoir éliminé le SARS-CoV-2, le virus de la grippe et le VRS. Alors, quand on regarde un petit peu notre surveillance épidémiologique réalisée au niveau du CHU de Marrakech depuis 2018, c'est une surveillance qui a concerné un certain nombre de virus respiratoires et des bactéries atypiques. Alors, y compris pour les virus, y compris le SARS-CoV-2. Et il fallait là aussi positionner l'indication de cette PCR. Et donc, c'est une PCR qui est réalisée uniquement chez les patients qui sont hospitalisés pour une infection respiratoire aiguë sévère, lorsque vraiment il y a un problème de difficulté diagnostique, ou alors des fois quand on est devant un échec thérapeutique et une suspicion de bactéries atypiques. Et donc, sur l'ensemble des tests moléculaires réalisés, une prévalence qui était beaucoup plus élevée chez l'enfant par rapport à l'adulte. C'était principalement des patients qui provenaient de la pédiatrie, de la réanimation pédiatrique néonatale et des urgences pédiatriques. Soit 45% des enfants, des patients étaient en détresse respiratoire, 38% avaient un foyer pulmonaire, 22% présentaient une bronchiolite virale sévère et 5% il s'agissait de décompensation de pathologies sous-jacentes. Là aussi, quand on regarde les agents pathogènes impliqués, bien évidemment, on a exclu les patients Covid positifs. Là, il s'agit de patients qui se présentent pour une infection respiratoire aiguë sévère avec une PCR SARS-CoV-2 qui est négative. Donc, c'est le rhinovirus qui vient en tête, suivi par le VRS. On retrouve également le para-influenza, le métapneumovirus et les virus de la grippe. Et si on prend la réanimation pédiatrique, particulièrement parce qu'elle était aussi particulièrement touchée, c'était principalement des enfants de moins de 2 ans. 33% présentaient des co-infections avec plusieurs virus respiratoires, 70% étaient en détresse respiratoire et 29% là aussi avaient un foyer pulmonaire. Et parmi les agents pathogènes, on retrouve toujours le rhinovirus en premier, le virus respiratoire syncytial, il y a également du para-influenzé, du métapneumovirus, des virus de la grippe et on retrouve quelques bactéries atypiques chez des patients, chez des enfants hospitalisés en réanimation pédiatrique comme les mycoplasmes et la coqueluche. Donc, un taux de positivité qui était très élevé chez les moins de 5 ans et qui diminuait avec l'âge, et un taux de co-infection qui était significativement plus élevé chez les enfants de moins de 2 ans et qui diminuait également avec l'âge. Une saisonnalité également qui était marquée par le fait que certains virus, on pouvait les retrouver sur toute l'année comme le rhinovirus, alors que d'autres étaient beaucoup plus prévalents l'hiver comme le VRS et la grippe. D'autres, par exemple, comme le para-influenzé, étaient plus prévalents l'automne et l'été, et le métapneumovirus était beaucoup plus prévalent durant le printemps. Alors là aussi, on peut dire que grâce à ces outils moléculaires, on a pu un petit peu comprendre quels sont les virus impliqués dans les infections respiratoires dans notre contexte. Ça reste des résultats qualitatifs et des fois, quand on a des co-infections avec plusieurs virus respiratoires, il faut interpréter avec prudence. Il y a certains virus qui ont une pathogénicité qui est très claire, comme le VRS, comme la grippe, comme le métapneumovirus, comme le SARS-CoV-2, alors que d'autres, il faut les interpréter en corrélation avec le contexte clinique, comme par exemple le rhinovirus. D'ailleurs, on a bien vu que le rhinovirus, dans notre contexte, il était en premier. Il occupait la première place, que ce soit chez l'enfant, que ce soit chez l'adulte. Et ceci rejoint un petit peu les données aussi de la littérature. Alors, une autre indication également d'utilisation de ces tests moléculaires dans notre contexte, c'était la surveillance des patients qui étaient hospitalisés, pris en charge pour des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique. Alors là, la différence, c'est qu'en plus des virus respiratoires, on recherche également des bactéries qui peuvent être impliquées dans un contexte communautaire, mais aussi un contexte nosocomial avec des bactéries atypiques également. Et ce qui est important aussi dans ce contexte nosocomial, c'est de pouvoir détecter des gènes de résistance directement sur les prélèvements respiratoires. Et là, cette recherche, elle peut se faire sur les expectorations, mais de préférence, il vaut mieux la faire sur des sécrétions profondes. Alors, il s'agit de bactéries qu'on peut retrouver dans des contextes qui existent à l'état commensal, certes, mais qui sont également potentiellement pathogènes. Et puis, principalement les entérobactéries, puis il y a le Pseudomonas, il y a la Cyanidobacter baumannii. Alors, ce qui est bien aussi, surtout quand on va se retrouver avec beaucoup de cas de co-infection, c'est pouvoir avoir une idée semi-quantitative sur les bactéries qui sont isolées. Et donc, on a une semi-quantification en nombre de copies d'acide nucléique par millilitre qui pourrait aider éventuellement à interpréter les co-infections.
Les gènes de résistance sont également très très importants à détecter dans ce contexte de pneumopathie acquise de ventilation mécanique, surtout la résistance aux céphalosporines 3e et 4e génération, la résistance au carbapénème ou alors la résistance à la méticilline chez le Staph aureus. Et donc là aussi, dans le cadre de la réanimation, c'est un outil qui est très très intéressant parce qu'il permet un taux de positivité de 75%. 60% des patients avaient des co-infections, certes, c'était partagé entre l'enfant et l'adulte et ça a permis vraiment une meilleure prise en charge de nos patients qui sont infectés. Une grande diversité des agents pathogènes retrouvés avec plusieurs étiologies, avec des entérobactéries telles que le Klebsiella, Escherichia coli, le cloacae. Il y a aussi du Pseudomonas, il y a de l'aérogenosa, il y a les espèces gentilles commensales comme l'Haemophilus, l'Amoraxelle, le pneumocoque ou alors le Staph aureus. Et là aussi, des gènes de résistance représentés principalement par les BLSE de type CTXM, mais il y avait aussi les carbapénémases. Alors, par rapport à l'impact de ce diagnostic chez les enfants, quand on parle d'antibiothérapie, sur la prise en charge thérapeutique de nos patients, qui est finalement l'objectif qui nous intéresse. Donc, 45% ont été suivis en réanimation, 87% de ces enfants étaient sous antibiothérapie probabiliste au moment du prélèvement. Après le résultat, 60% des enfants n'ont pas vu leur antibiothérapie modifiée parce qu'elle était adaptée. 32% des patients ont subi un élargissement du spectre, de modification de l'antibiothérapie pour une escalade thérapeutique. 8%, chez 8% des enfants, on a introduit un traitement antiviral ou un traitement antibiotique et aucune réduction du spectre de l'antibiothérapie n'a été observée. Alors, là aussi, cet élargissement de l'antibiothérapie était en faveur principalement, comme vous voyez, des carbapénènes, de la cholestie, les aminosides, les glycopeptides, les fluoroquinolones, voire les antifongiques. Donc, les avantages d'une façon globale de ce genre de diagnostic dans les pneumopathies acquises de ventilation mécanique, c'est que ça nous permet un large diagnostic étiologique parce que ça reste quand même une recherche d'agents pathogènes qui est adaptée au contexte communautaire mais aussi au contexte nosocomial. On a cette semi-quantification qui peut aider à interpréter aussi les co-infections et puis surtout pouvoir détecter les gènes de résistance directement sur le prélèvement respiratoire et en milieu de réanimation chez les patients fragiles. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Alors les limites sont principalement en rapport avec les co-infections. Donc quand on a des co-infections, là aussi il faut faire très attention à l'interprétation. Pourquoi? Parce que on peut avoir des bactéries commensales mais qui sont aussi potentiellement pathogènes. On peut détecter des traces d'ADN résiduelles et donc là il faut faire très attention à l'interprétation et tout résultat positif, il doit être corrélé au contexte clinique. On traite un patient, on ne traite pas un résultat. Donc c'est toujours le contexte clinique qui prime pour faire la part entre colonisation, véritable infection. Le moment de la réalisation de ces tests moléculaires dans les pneumopathies acquises de ventilation mécanique est très important. C'est ce qui va conditionner ce que je devrais faire avec le résultat obtenu. Et puis, bien évidemment, il faut un prélèvement de qualité, il faut des sécrétions profondes, il faut des PDP, il faut des LBA sur lesquels on devrait chercher ces bactéries-là. Alors, la dernière que j'ai partagée avec vous, indication concernant ce diagnostic moléculaire syndromique, c'est la surveillance des gastro-entérites infectieuses au niveau de notre CHU. Et donc là, c'est aussi certaines bactéries recherchées, certains virus, des parasites également. Et là aussi, c'est quelque chose de très important quand on est dans un contexte particulier. Ce diagnostic moléculaire, il est réservé chez les patients immunodéprimés, les patients greffés, les patients qui se présentent en réanimation pour des syndromes hémolytiques urémiques, les patients qui ont des déficits immunitaires, les patients qui sont VIH positifs. Donc l'indication est réservée à un terrain d'immunodépression. Et donc on voit bien que là aussi une grande diversité d'agents pathogènes retrouvés, dominés principalement par le contingent des Escherichia coli entéropathogènes. Et puis on retrouve également du Clostridium, du Campylobacter, du Cryptosporidium, etc. Alors il y a une grande diversité de pathogènes impliqués d'après cette surveillance. Une forte proportion de co-infections également retrouvées, ce qui rend un petit peu difficile d'incriminer certains agents pathogènes par rapport à d'autres. Mais il y a pas mal de situations où on détecte des pathogènes pour lesquels il faut démarrer une thérapie ciblée. D'autres situations où il faut pas donner de l'antibiothérapie, donc il faut l'arrêter pour ne pas encore aggraver le patient. Des situations où il faut adapter le traitement antifongique à l'étiologie retrouvée. Et donc, d'une façon globale, pour un terrain d'immunodépression, c'est une recherche, c'est un outil moléculaire intéressant qui permet de rendre service aux patients.
Et donc, en conclusion, on peut dire que cet outil moléculaire, le diagnostic syndromique d'une façon globale, il aide au diagnostic rapide en infectiologie, il aide à une meilleure optimisation de l'antibiothérapie chez nos patients infectés. Donc, c'est un outil qui peut aider à cette prise en charge précoce et adaptée et pour améliorer le bon usage des antibiotiques dans notre contexte. Bien évidemment, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions et les résultats doivent être interprétés avec prudence, avec vigilance, parce qu'il y a des pathogènes qui ne sont pas couverts par ces tests commercialisés et donc un résultat négatif n'exclut pas une infection évolutive et donc c'est là où les tests complémentaires conventionnels gardent toujours leur place et donc c'est des tests qui doivent être réalisés en complémentarité avec nos tests conventionnels. C'est un outil d'aide au diagnostic précoce. Et donc, bien évidemment, c'est là où la collaboration clinico-biologique, elle est très importante et trouve sa place parce qu'il faut collaborer, il faut discuter, il faut mettre en place les stratégies d'interprétation, montrer les limites aux cliniciens pour qu'ils puissent également comprendre le résultat obtenu. Et il est très important de mettre en place des études d'impact économique et pronostic parce qu'il faut positionner ce genre de tests moléculaires dans la prise en charge globale de nos patients qui sont infectés. Et je vous remercie pour votre attention.